Bon ok, aujourd'hui on est là pour essayer une moto qui a une carrière plutôt confidentielle en France et en Europe plus globalement. Elle était vendue jusqu'en 2020 si je dis pas de bêtises, c'est celle qu'on a appelée la XV950, c'est comme une nouvelle interprétation de la Virago. Elle s'est aussi appelée Bolt de l'autre côté de l'Atlantique. Ici elle est en version 950R et il y avait une déclinaison qui était encore mieux à mon sens et qui était la SCR 950, une version scrambler de cette machine avec une selle en bois à l'inverse de cette selle qui elle est plutôt confortable. On va le voir un petit peu après. Cette Bolt, c'est donc un V-twin Yamaha qui développe 52 chevaux à 5500 tours. Le couple est dispo très bas à 3000 tours et c'est ce qui explique qu'on roule très souvent uniquement sur le couple avec un mini filet de gaz, que ça monte, que ça descende, qu'on soit en 3e, 4e ou 5e, ça tire tout le temps et de façon vraiment homogène et très agréable. Si on va d'avant en arrière, on a une jante de 19 pouces, ici chaussée avec un Bridgestone Exedra GD721. On s'est pas ennuyé chez Yamaha, on a mis deux disques de 298 mm à l'avant, en plus il est tulipé. Pourquoi ils ont fait un disque tulipé? On n'est pas à un concours de tuning ici quoi. Bref, à l'avant il y a un étrier 2 pistons qui est parfois un peu dépassé, notamment sur les freinages très courts ou les freinages d'urgence. Il a beaucoup de peine à stopper les 252 kg de la machine. À l'arrière, c'est un étrier simple piston sur une jante de 16 pouces avec un pneu qui fait 150 de large. À l'avant, je ne l'ai pas dit, mais il fait 110, ce qui est plutôt bien, ce qui donne un guidage sans être vif, mais pas tôt du tout. C'est un guidage assez précis. Je peux en parler déjà puisque j'avais déjà roulé avec il y a quelques années, puisqu'un de mes amis m'en avait prêté une, m'avait prêté la sienne. Et on s'était bien amusé. Le V-twin est super sympa et Yamaha maîtrise plutôt bien cette architecture moteur, donc c'est cool. Il y a un tout petit réservoir, il fait 12 litres de contenance, ce qui lui donne environ 200 km d'autonomie à peu près. La consommation sans être astronomique est quand même un peu importante hein, sur un moteur qui cube 950 cm3. Forcément ça se sent. On a une boîte 5, là ça commence un petit peu à dater, on aurait pu avoir une boîte 6, une sorte de vitesse démultipliée pour cruiser sans trop consommer, et une transmission finale par courroie qu'on voit ici, très jolie et surtout très silencieuse et très propre. C'est l'avantage. Propre, c'est pas le qualificatif qui pourrait décrire cette moto le mieux, étant donné qu'on a roulé dans la bouillasse avec. Elle est un peu dégueu, mais ça lui donne un petit style, un petit style, hein, non? Ouais, mange? Non? C'est bon? Ouais. Un petit style sauvage. À l'arrière, on l'a remarqué, on a deux amortisseurs à cartouches séparées. Ils sont beaux, ils sont dorés, mais c'est pas des Öhlins. Et ils offrent, malgré les apparences, 7 cm de débattement. Je sais pas où on les trouve, étant donné que là, la partie du vérin fait à peine 4 cm. Je sais pas comment on fait pour pas talonner très vite avec cette machine. 52 chevaux, 205. Elle était proposée quand elle était au catalogue à 9700 €. C'était pas abusé hein, pour une machine qui est plus qu'une copie d'un 883 Harley Davidson. Je trouvais le prix plutôt bien placé. Ça c'est cool. Et en parlant de placement, on a le contacteur qui est juste à droite. C'est un contacteur Yamaha tout bête, c'est juste qu'il est placé ailleurs et je trouve l'effort plutôt sympa. On peut y aller. Béquille. Nickel. Allez, on va voir ce qu'elle donne ici sur petite route, même si c'est pas son terrain de prédilection. Je suis sûr qu'elle va bien s'en sortir et j'ai fait un petit peu d'autoroute avant. Je mettrai les images juste à la fin en deuxième partie. Et évidemment c'est plutôt dans les grandes lignes droites et les grandes courbes qu'elle excelle. On va voir malgré tout comment elle se débrouille dans les virages un petit peu plus serrés. En termes de prise en main, c'est assez facile, la position est très naturelle. On a les pieds vraiment très légèrement en retrait des genoux. On n'a pas le tibia à angle droit par rapport à la cuisse, mais c'est pas gênant. On n'a pas non plus les pieds qui se baladent devant à chercher le sélecteur et la pédale de frein, comme par exemple sur la Vulcan chez Kawasaki, où ça demande un petit temps d'adaptation avant de trouver ne serait-ce que les repose-pieds. Ici donc plutôt naturel. On a des commandes qui répondent bien. Par contre, ce qui demandera de prendre le pli, c'est le diamètre des poignées qui est plus important que des poignées standards. Elles sont assez épaisses et ça donne une prise pas très serrée finalement sur la poignée, et ça déroute un petit peu au début. Mais sinon parfait. Et ce qu'on retrouve sous les yeux du conducteur, c'est un compteur à cristaux liquides qui est tout petit. C'est un tout petit rectangle perdu dans un gros habillage cerclé de chrome
Alors c'est un petit peu dommage, mais il faut se rappeler qu'à cette époque on faisait pas encore de TFT rond, comme notamment sur le Nightster chez Harley Davidson, où là ils ont parfaitement réussi l'intégration d'un écran moderne. Ici on a quelque chose de plus ancien et je vois pas de bouton pour défiler les infos. Alors on aura le... Ah si, attends. Si c'est ça, exactement, merci Binge. On a donc sur le commodo de droite, je m'en souvenais même plus, pourtant je les ai vus ces boutons parce qu'ils sont très moches. On a un select, donc on a l'heure, un totaliseur, on a aussi un trip 1, un trip 2, bien, et l'heure à nouveau. Ce qu'on trouve en dessous, on a des voyants, donc là un voyant de clignot, un voyant d'huile, un voyant d'essence qui s'allume 40 km avant la panne sèche, quand il doit rester à peu près 2 litres, FJR 1300. Road Glide ou Street Glide d'ailleurs. Et donc ce voyant d'essence il est bien utile parce qu'on n'a pas de jauge à essence, donc les 12 litres c'est un peu à l'aveuglette et il faudra se baser sur le trip partiel, à condition de ne pas oublier de le remettre à zéro. On a un voyant de plein phare, un voyant de neutre aussi parce qu'on n'a pas d'indicateur de rapport engagé. Ça c'est dommage parce que ça se faisait à l'époque, ça aurait été peut-être simple de mettre le capteur sur la boîte et d'avoir au moins cette info. Mais c'est pas très grave cela dit, parce que peu importe le rapport dans lequel on est, on tourne et ça avance. Et c'est vraiment hyper facile de faire rouler la machine parce qu'elle est vraiment volontaire. On se repose sur le couple et peu importe à quel régime et quel rapport on a d'engagé, la machine repart. Sans rechigner, il n'y a pas de creux perceptible, même très bas dans le régime. C'est tranquille et tout ça sans trop de vibrations. Les vibrations, elles apparaissent plutôt à haute vitesse et les rétros donnent une image floue, ce qu'on a sur Harley, mais plutôt ralenti. Sinon, pas grand chose à dire, hein. La selle, malgré sa forme un peu spéciale, accueille très bien le postérieur, elle est vraiment confortable et on est posé naturellement comme un peu, j'allais dire une chaise de bureau mais j'exagère, mais un bon pouf quoi, ça sera un bon pouf la selle. Elle remonte dans le bas du dos, donc ça aide aussi à soulager les lombaires. Et quand tu es en position de recherche de vitesse comme ce cycliste qu'on vient de croiser, on est content d'être bien calé au fond de la selle. Et c'est vrai que de forme elle paraît assez simple, mais finalement je pense que c'est très étudié, notamment en rapport avec la géométrie descendante du cadre. Et vraiment très bien. Là je sais pas en quelle vitesse je suis sur un petit filet de gaz et c'est la moto qui travaille pour moi. C'est ouf parce qu'elle tracte vraiment toute seule, ça grimpe pas mal hein. Maintenant on doit être à, je sais pas, 200 mètres d'altitude, un truc comme ça. Et je suis monté sans y penser et sans même avoir le poids à gérer sur tout ce qui est virage serré. Finalement les 252 kg sont répartis assez bas et ça fait une moto qui est maniable. Attention, maniable dès qu'on roule et maniable tant qu'on n'a pas viré très serré, enfin tourné très serré pardon. Là le diamètre de braquage est camionnesque et on a des difficultés même à faire un demi-tour ici entre les deux bords de la route. C'est juste, il faut bien s'y prendre, il faut pas commencer aux 2/3 de sa voie, il faut aller d'un bord à l'autre pour pouvoir lui faire demi-tour. Donc à part ce petit souci, vas-y. Ah d'accord, bon à savoir. Ok, donc j'ai rasé le sol avec mes cale-pieds, très bien, bah, je l'ai même pas senti, tu vois. C'est vrai qu'on n'a pas énormément de garde-sol par rapport au cale-pied. On a quoi on a 8 chaussures de haut à peu près, ça fait une quinzaine de centimètres. Et mais sans cette crainte, comme sur pas mal de Harley que j'ai conduit, de toucher en fait. Et même par exemple sur la Speedmaster de Triumph, j'avais touché très rapidement. Pareil sur le bobber de Triumph, qu'on pourrait comparer presque à cette machine. Ça frotte assez vite, alors que là, on s'approche, mais on peut pencher assez longtemps, c'est vrai. Et c'est une machine vraiment qui travaille pour son conducteur, quoi. C'est un peu comme un cheval de trait, on va dire. On monte tranquille, j'ai tourné mais vraiment de pas grand chose si on regarde, hein. Hop, là j'ai arrêté et là je suis déjà avec trop de gaz. Donc c'est là ça a frôlé là. Ok, bon c'est chaud, on va peut-être se calmer sur l'angle. Si je suis à 1 cm du sol, on monte dans les nuages tranquillement. On va peut-être aller voir s'il fait beau de l'autre côté des nuages, hein. On dit que le soleil brille toujours au-dessus des nuages, mais on va aller voir ça. Et c'est vrai qu'elles sont bizarres ces poignées, elles sont grosses. Moi ça me donne pas de grippe.
Je sais pas, ça peut aider à pas être trop crispé sur les poignets. Après c'est une question de feeling, hein, comme 95% des motos qu'on conduit ont des poignées plus fines, ça choque un peu avec les 5% restants. Et là tranquille, j'ai juste rétrogradé, je pourrais même arrêter de tourner la poignée qu'elle repartirait quand même. On est tranquille, on roule à 30 km/h. Et c'est presque dommage, je trouve, qu'on n'ait pas de compte-tour, même ici en numérique, comme on fait chez Harley. C'est dommage parce qu'on verrait à quel point le moteur est efficace tôt dans les tours. En même temps, en ayant le couple dispo à 3000, c'est quasi évident. Mais il y a souvent une différence entre les chiffres d'une fiche technique et ce qu'on ressent une fois au guidon de la machine. Et cette XV950, c'est vraiment dommage qu'elle n'ait pas eu une plus longue carrière. Elle a peut-être existé à l'ombre des Harley. Peut-être que Yamaha n'a pas cette image de fabricant de custom, pas chez nous en tout cas, pas en France. C'est dommage qu'elle n'ait pas eu une plus longue carrière parce que la Versys chez Kawasaki par exemple continue à exister. Attends, parce que je l'ai pris quasiment sur le flanc celui-ci. Ouais. Et puis il était coupant celui-là. Il était coupant et attends. Ouais, on va inspecter les pneus, je suis désolé. Mais là, non, celui-ci était trop vénère là. Ouais, ou sinon il y a un shoulder là-bas hein, si tu veux. Ouais. Ah non, il était horriblement mal pris celui-ci. Bon, apparemment, le Bridgestone Xedra n'a pas souffert. Je pense en même temps que si j'avais crevé, il se serait dégonflé direct. Et on prend pas de photos quand je suis à 4 pattes sur la route, merci. Bon, c'est bon. Nickel pour cette XV950. Et c'est vraiment, je le répète, hein, c'est dommage, c'est un produit qui était abordable, qui avait plein de qualités, un V-twin vraiment très bien mis en avant. On avait ce moteur superbement détaillé avec des petites ailettes qu'on avait polies. De l'autre côté, on a planqué toute l'injection dans cette boîte à air, donc c'était génial. Il n'y avait rien qui dépassait, un très beau bras oscillant. On pouvait rajouter un pouf. Ils avaient fait des petites... Ça c'est une économie d'échelle parce qu'ils l'ont ressorti sur d'autres modèles, la XSR 900 là aussi. Mais ils n'avaient pas du tout raté en fait. Et alors, astuce, on va en parler. Il y a une petite serrure ici. Et derrière ça, il y a une petite boîte étanche en plastique où on peut ranger des petits outils. Ça peut être un antivol, un bloc 10. Comme ici, vas-y. Démonstration, si vous voulez bien vous donner la peine. Et là, la boîte. Elle est là. Trop bien. Et bonne contenance, hein. Ça doit faire, je sais pas, 50 centilitres à peu près. C'est... Non. Ouais. Exactement. Ouais, trop bien. Tu mets tes papiers quand tu vas te baigner ou quand tu pars en randonnée. C'est vraiment très bien. Dommage qu'on n'en voit pas plus. Même en faisant attention, j'en remarque pas en fait des XV950 en France. Ok, là on est sur autoroute et c'est vrai que la position est plutôt pas mal. Finalement, comme on est assez bas par rapport au phare, au guidon et au compteur et que le réservoir remonte un peu devant le buste, on est plutôt pas mal protégé du vent. Le seul inconvénient à ces vitesses, là on est à peu près 100 km/h, c'est la prise au vent des genoux qu'on a tendance à garder assez écartés. Et ils ont tendance à attraper les turbulences, donc à être encore plus écartés. Et de toute façon, on ne pourrait pas les rentrer plus sur tout le droit, puisqu'il y a toute l'injection et l'admission d'air qui empêche de rapprocher le genou du réservoir. Mais sinon, c'est pas mal, hein. On n'a pas de mal sur le couple à tenir un rythme autoroutier ou de voie express. Ici, en l'occurrence, on est à une petite centaine de km/h et même si on force le rythme, en ouvrant grand sur la 5e, en fait le couple permet de repartir tranquillement jusqu'à des rythmes répréhensibles. Donc la moto déjà mécaniquement en termes de performance est tout à fait capable sur autoroute, et comme elle est assez lourde et que le poids est plutôt bas, on tient facilement son cap sans se laisser déstabiliser et sans être ralenti outre mesure par le vent, qu'il soit de face ou latéral.
Voilà pour ce qu'on pouvait dire de l'autoroute. La suspension fait bien son job. On sent que c'est un peu ferme à l'arrière, mais sinon la position est vraiment reposante étant donné qu'on a les pieds dans l'axe des genoux. Là, très légèrement en arrière, on doit avoir les genoux fermés de 5 degrés, mais c'est grand maximum. Avec les bras bien tendus, c'est vrai que ça procure un vrai repos sur l'autoroute et on n'a plus qu'à avaler les bornes comme ça. Pour l'autoroute, elle est vraiment parfaite. On n'a aucune difficulté à garder son cap, même à des rythmes soutenus jusqu'à 130-140 km/h. On a une moto qui se comporte vraiment parfaitement à des rythmes autoroutiers. Elle est très agréable et elle se conduit vraiment sur un filet de gaz sans qu'on ait la poignée grande ouverte et le poignet complètement cassé dans l'angle. Donc prestation autoroutière, c'est presque parfait. Voilà, donc c'est très bien. On va profiter encore un petit peu de la route. Bah ça y est, il n'y a plus personne. Et puis on se voit jeudi prochain, ouais, comme par hasard. Quand on n'a plus à traverser la route, il n'y a plus personne. Super. Allez go, fini pour cette Bolt Air de chez Yamaha.